tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y a été citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais. Enfin, ça a été un vrai combat jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui malgré tout sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. De nos jours, un mouvement institutionnel très puissant soutient l'idée que l'homme est le principal responsable du réchauffement planétaire. Nous voici à Nairobi où sont rassemblés nombre de fonctionnaires dévoués, de militants d'ONG, de collecteurs de fonds pour la taxe carbone, ainsi que de journalistes spécialisés dans l'écologie. Cette conférence organisée par l'ONU va durer 10 jours. On y discutera des bouleversements climatiques de la planète et on attend plus de 6000 participants. Il ne faut pas perdre de vue que le réchauffement climatique peut créer des dizaines de milliers d'emplois. C'est une source de profit énorme. On investit des milliards de dollars dans la recherche sur le climat. Par conséquent, un grand nombre de personnes dépendent de ces investissements et ont bien l'intention que ça continue comme ça. Imaginons que quelqu'un se lève et dise « Essayons de regarder tout ça calmement, rationnellement, et de réétudier la valeur réelle de chaque affirmation. » Eh bien, cette personne serait immédiatement bannie. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles. Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. De nos jours, émettre des réserves sur les causes du réchauffement climatique équivaut à prétendre que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Je ne suis franchement pas le seul à penser que l'on pourrait comparer toute cette affaire de réchauffement climatique à une religion. Et que les gens qui ne sont pas d'accord sont traités d'hérétiques. Je suis un hérétique. Les gens qui réalisent ce documentaire sont tous des hérétiques. Ce mouvement écologique relève de l'activisme politique et les partisans sont devenus incontournables à un niveau planétaire. De nos jours, tout homme politique en est conscient. Qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, il doit prendre en compte l'environnement. Le mouvement contre le réchauffement climatique vient de remporter une importante bataille. Même les États-Unis, qui furent un bastion de résistance, ont succombé et George Bush est désormais un allié. Dans le monde occidental, les gouvernements se découvrent un besoin urgent d'établir des accords internationaux pour restreindre la production industrielle dans les pays développés ou émergents. Mais à quel prix? Paul Dreesen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Anne Mogela est sur le point de préparer un repas pour ses enfants.
Elle fait partie des 2 milliards d'habitants, un tiers de la population mondiale qui n'ont pas l'électricité. Ces gens doivent donc faire un feu de bois ou de crottin séché à l'intérieur de leur habitat. La fumée produite par ces feux est la forme de pollution la plus dangereuse qui soit au monde. Ils n'ont pas non plus accès à l'eau potable. Par conséquent, dans les pays pauvres, près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de problèmes respiratoires ou de diarrhée. Si vous demandez à un paysan ce que représente pour lui le progrès, il vous dira que c'est l'électricité. Vivre sans électricité crée une série de problèmes tous liés les uns aux autres. Le premier, c'est que vous n'avez pas de lumière. Vous vous couchez donc de bonne heure. Aucune raison de rester éveillé, puisqu'on ne se parle pas dans le noir, n'est-ce pas? Sans électricité, on ne peut pas conditionner ou réfrigérer la nourriture. On ne peut donc pas la conserver. De plus, un feu dans une hutte fait trop de fumée et consomme trop de bois pour servir de chauffage. Et on n'a pas d'eau chaude. Nous autres Occidentaux ne pouvons même pas imaginer à quel point la vie quotidienne serait dure sans électricité. L'espérance de vie de ces populations est effroyablement courte. Leur mode d'existence est limité à tout point de vue. À quelques kilomètres de là, l'ONU se fait l'hôte d'une conférence sur le réchauffement planétaire dans ses locaux luxueux et bien protégés. Au magasin de cadeaux, on vend des produits de l'artisanat des tribus locales, pendant que les délégués discutent des moyens de promouvoir les différentes formes d'énergie durable. L'Afrique produit du charbon ainsi que du pétrole, mais les écologistes réfutent ces combustibles à bas prix. Ils prônent l'utilisation des énergies solaires ou éoliennes en Afrique et dans tout le tiers-monde. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens. Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. Pour l'ancien écologiste qu'est Paul Driessen, l'aspect le plus abject de la lutte contre le réchauffement climatique est le projet d'obliger les pays pauvres à se servir des sources d'énergie les plus chères de la planète et des moyens de production électrique les moins efficaces. Très clairement, obliger le tiers-monde à n'utiliser que l'énergie solaire ou éolienne revient à leur interdire l'accès à l'électricité. L'objection que l'on peut faire aux écologistes occidentaux qui nous verraient bien utiliser des panneaux solaires et des éoliennes, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va industrialiser l'Afrique. Honnêtement, je ne vois pas comment un panneau solaire pourrait alimenter une aciérie.